Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, je voudrais à mon tour exprimer à l'Académie ma vive gratitude pour cette invitation. Je savais que ces débats seraient intéressants, comment en douter à l'avance? Et néanmoins, la diversité des propos échangés, la richesse des positions prises, la force des perspectives qui ont été ouvertes me font me féliciter d'avoir m'exprimer, même si c'est toujours une position un peu difficile, le dernier cet après-midi. Car je vais pouvoir bénéficier de la finesse des analyses qui nous ont été proposées, je dirais en particulier, mais je ne fais pas de hiérarchie, sur le dernier exposé que nous venons d'entendre, celui de M. Bouhabib, qui à juste titre, me semble-t-il, a insisté à très bon escient sur l'ambivalence de cette notion de modernité. Et puisque l'Académie a souhaité que je parle d'un sujet plus précis, c'est-à-dire l'ambivalence d'Internet, qui incarne, semble-t-il, avec une vigueur, pour ne pas dire avec une violence, avec une virulence spécifique, ce que peut être la modernité à laquelle notre génération et les générations futures, ici représentées par des jeunes étudiants, vont avoir à se confronter. Puisqu'il s'agit d'Internet, je crois que l'idée de l'ambivalence s'impose de façon particulièrement forte et du coup nous pose un défi. Comment faire pour nous et pour ceux qui nous suivront pour tâcher que les choses tournent, si je puis dire, du bon côté. Vous avez bien voulu, mon cher Henri, évoquer le fait que, parmi d'autres historiens, je m'intéresse aux échos entre le passé et le présent, au rebond entre hier et aujourd'hui. Et forcément, étant historien, nous sommes minoritaires parmi les philosophes, mais je ne m'en plains pas. Les historiens pensent à l'occurrence antérieure, où déjà un bouleversement profond s'est instauré dans la civilisation occidentale. On nous a bien rappelé qu'à cet égard, il fallait faire le départ entre l'Orient et l'Occident, je veux dire l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie évoque à certains égards en Occident, à bien des égards en vérité, cette sorte d'émotion que nous éprouvons et parfois d'inquiétude un peu hagarde devant cette formidable nouveauté du web, de la toile, d'Internet. À l'époque, il y eut de la même façon un mélange d'éblouissement. Et quoi? On va pouvoir distribuer la Bible partout, distribuer les données à lire, tout cela, et en même temps une inquiétude sociale chez les ouvriers qui composaient, ceux qui recopiaient indéfiniment les manuscrits, inquiétude aussi de ceux qui ont pensé qu'il y avait péril à distribuer librement l'héritage culturel, à le distribuer librement à des publics qui n'étaient pas forcément prêts à les recevoir. Eh bien, il me semble que nous éprouvons la même chose devant les nouvelles technologies, avec l'expression de sensibilités qui sont semblablement contrastées. D'un côté, une sorte d'allégresse qui va presque jusqu'à l'ivresse, jusqu'à l'ébriété. Vous vous rappelez le mot de Borges, l'admirable écrivain, incarnation, Dieu des bibliothécaires, et qui disait dans un de ses écrits, « Quand on sut que la bibliothèque contiendrait tous les livres du monde, ce fut un bonheur extravagant. » Ce fut un bonheur extravagant. Il ajoutait d'ailleurs que pour la première fois, par rapport au rouleau, on pouvait inventer des index, ce qui était également une manière de pénétrer le savoir tout à fait inédit. En même temps, nous rencontrons des inquiétudes dont on peut comprendre les racines, l'impression que risque d'être cassé, comme au XVe siècle, tout un système de diffusion du beau et du vrai, et par conséquent de fabrication, de production du vrai et du beau, trop brutalement imposé pour que l'adaptation soit possible aux humains sans d'immenses dommages. Alors je voudrais développer ce point. Comme j'ai été formé sur des bancs et dans une école où notre rhétorique était éminemment ternaire, vous ne m'en voudrez pas, je pense, de ne pas me départir de cette habitude. Je vais vous donc successivement vous dire comment Internet me paraît affirmer l'évidence de 3 nouveautés majeures. Je voudrais ensuite dissiper le péril de 3 illusions répandues à ce propos. Et enfin, expliquer pourquoi je crois que le marché, là comme ailleurs, ne peut pas être laissé à lui-même sans que les pouvoirs publics
à tous les niveaux de leurs interventions possibles, viennent se mêler de tout cela et imposer un autre rythme et imposer d'autres règles que ne satisferait pas en soi un système qui serait exclusivement capitaliste. Nécessité par conséquent de 3 déterminations publiques. Voilà le menu que je vous propose. Pour ce qui est des 3 nouveautés majeures, sinon radicales, dans les relations du public avec les œuvres et aussi avec les créateurs, avec les auteurs, avec les industries également, soit des moteurs de recherche, soit des industries culturelles de différentes sortes. Ces nouveautés sont d'abord reliées, je crois que c'est très important d'y insister, à un rapport différent, et forcément un historien y est sensible, à l'accès temporel aux œuvres, l'accès temporel à l'héritage de l'humanité, je veux dire la promptitude. Je pense moins d'ailleurs aux techniques de transmission de l'information. Après tout, les câbles transatlantiques existaient déjà à la fin du XIXe siècle, que à la libération par rapport à la fugacité des flux. Je veux dire que la grande nouveauté, l'immense nouveauté, c'est que nous pouvons désormais stocker l'héritage culturel. C'est un privilège qui jusqu'ici était réservé aux disques et aux livres et qui maintenant vaut pour ce qu'au Québec on appelle la balado-diffusion. Nous avons essayé d'imposer ce mot assez francophone, mais nous avons dû reculer devant podcast. C'est une de nos rares renonciations, à vrai dire, langagières. Libération par rapport à la fugacité des flux et qui permet à chaque moment d'accéder librement à ce que l'on souhaite connaître. Vous me permettrez un bref moment, mon cher président, de narcissisme, parce que vous m'y avez invité. Effectivement, j'ai commencé cette émission du samedi à France Culture en 1999. À l'époque, on ne pouvait l'écouter qu'en direct sur une partie seulement du territoire national, parce que la modulation de fréquence n'était pas entendue partout. Aujourd'hui, on peut l'enregistrer. Et, en Australie, les voitures s'arrêtent devant les parkings pour entendre la fin de mon émission, ce qui fait que le maire de Canberra se plaint évidemment du succès de mon émission. J'espère qu'on a le droit d'être un peu badin en fin de journée. Je pense que vous l'autoriserez, Monsieur le Président, à condition que je n'en abuse pas. Je le sens bien dans votre regard sévère. Le deuxième évolution, c'est un rapport évidemment différent avec l'unicité des œuvres, c'est-à-dire la capacité prodigieuse de multiplication de celles-ci, de leur copie. Alors, il y avait déjà, je sais bien, du temps de Malraux, le musée imaginaire. Il y avait déjà, bien auparavant, les gravures, 16e, 17e siècle, qui correspondaient et qui contribuaient à la notoriété des grandes œuvres picturales. Mais enfin, évidemment, cela n'a rien à voir avec ce que peut impliquer aujourd'hui la photographie, l'image reproduite à l'infini, sans limite, par la toile sur Internet. Au point d'ailleurs, c'est une parenthèse, que les photographes ont dû, voici quelques années, pour éviter que leurs œuvres se dispersent sous tous les vents de la planète et qu'ils ne puissent plus en garder les droits d'auteur, j'y reviendrai, de les numériser, ce qui a été d'ailleurs très efficace, comme une protestation vitale contre cette imitation possible à l'infini. La troisième nouveauté majeure par rapport à l'héritage culturel, par rapport à la création des œuvres, c'est un rapport tout à fait différent à l'intégrité de celle-ci, la capacité de jouer d'elle sur la toile et d'en faire, après les avoir démantibulés, des éléments d'autres créations, parfois remarquables, mais qui aussi peuvent violer aisément la question du droit moral. Vous sentez bien comme cela est important. Alors je sais bien que Marcel Duchamp mettait déjà des moustaches à la Joconde, mais disons que c'est un phénomène pileux relativement limité. Aujourd'hui, sur la toile, on sait bien qu'il est loisible à chacun de découper, de reprendre, et dans la tradition française et, je dirais, continentale, contrairement à la tradition américaine qui choisit le copyright contre le droit d'auteur, le copyright donne le droit d'utiliser comme on veut quand on possède l'œuvre, celle-ci,
Dans le cas du droit d'auteur, il y a à la fois le droit matériel de possession et le droit moral de permettre, d'autoriser à refuser que l'on démantibule, que l'on désagrège une œuvre pour en faire ce que l'on veut. Alors voilà de grands chambardements, voilà des changements profonds dont on comprend qu'ils soient propres à inquiéter les créateurs et tous les citoyens cultivés, tous ceux qui, c'est-à-dire tout simplement tout le monde qui souhaite accéder à cette culture. Sans vraiment hébéter l'intelligence, sans paralyser la capacité d'analyse, il me semble que ces changements sont si brutaux depuis une génération à peine, qu'elle a conduit un certain nombre de bons esprits à nourrir et à diffuser des convictions qui me paraissent des erreurs et qui, comme toute illusion, peuvent conduire à des comportements négatifs. Je crois qu'il faut les dissiper si on veut que la formidable ambivalence de cette nouveauté n'aboutisse pas au pire, ni pour les industries culturelles, ni pour la presse, car évidemment, les médias font intimement partie de l'exposé que j'ai le plaisir de vous donner, et pour la culture en général, pour la culture elle-même, c'est-à-dire finalement pour des régimes éclairés. La première illusion qu'il faut dénoncer avec force, j'esquissais d'ailleurs cette idée déjà il y a un instant, c'est l'efficacité de ce qu'on appelle parfois de façon caricaturale la main invisible, selon Adam Smith. L'idée qu'en laissant le marché gouverner seul Internet sur la toile, par une étrange alchimie, dans la confusion d'un pareil tourbillon d'excitation neuve, de forces contraires et d'imagination dévergondée, que la somme des intérêts égoïstes des individus et des firmes donnerait le meilleur des mondes possibles. C'est la vieille idée du XVIIIe siècle, ou avant de Mandeville, vous savez, à vice privé, vertu publique. Il me semble que l'expérience de l'histoire, qui concerne aussi beaucoup d'autres sujets, mais c'est une conviction personnelle, ou pas personnelle, politique, sur laquelle je n'insisterai pas, rejoint l'idée, en tout cas, que le tableau qui est devant nous éclaire beaucoup cette conviction, la nécessité de ne pas croire à l'autorisation qui nous serait donnée par l'histoire et par nos enfants, les deux, de laisser la main invisible gouverner le domaine de l'Internet et de la culture. La deuxième idée, que je crois également fallacieuse, c'est que la création collective serait du même coup devenue la règle, puisque tout le monde peut accéder à n'importe quel moment et aux œuvres qui existent et à la capacité de les transformer, alors l'idée de l'auteur solitaire perdrait en vérité beaucoup de sa force. Et que pour faire émerger les choses les plus belles, les plus sages et les plus vraies, il faudrait en quelque sorte faire confiance au collectif. C'est un peu la conviction de ce que nous connaissons comme Wikipédia, qui n'est pas d'ailleurs méprisable, qui est un effort de générosité que j'ai souvent eu plaisir à saluer, l'idée qu'on peut collectivement fixer de plus en plus précisément et de plus en plus généreusement l'entièreté de ce que l'on peut savoir sur le passé et sur le présent. Or, nous savons bien, nous qui utilisons Wikipédia, que ça peut être très utile et extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que ça nous jette en touffe sans les mettre en bouquet. Ça nous jette en touffe sans les mettre en bouquet des informations de toutes sortes, rarement hiérarchisées, parfois erronées. L'idée étant qu'un mensonge est toujours corrigé par une vérité poserait des problèmes philosophiques trop graves pour que je m'y aventure ici. Mais en tout cas, je pense que les créateurs individuels continueront à jouer un rôle fondamental et que ce doit être ainsi. La troisième illusion, et celle-ci est peut-être la plus grave, et je vais m'y attarder un instant plus longuement, c'est l'idée que, et celle-là il faut vraiment la combattre avec acharnement, qu'il y aurait une possibilité d'entrer dans un monde de la gratuité, que tout deviendrait disponible librement. Et ça, c'est particulièrement dangereux parce que ça pourrait conduire à coup sûr, me semble-t-il,
à un rabougrissement de la culture. J'avais envie de dire une givaroïsation de la culture, en laissant derrière elle un cimetière d'industrie qui serait pourfendu, qui serait écrabouillé. C'est vrai pour la culture, c'est vrai évidemment pour la presse. Un éminent journaliste espagnol, il y a quelque temps, disait « Si nous ne savons pas organiser un nouveau modèle économique pour la presse, qui demeure fondamental, non seulement pour l'information, mais pour la cristallisation des convictions collectives, si nous ne le savons pas, alors nous nous promènerons bientôt dans un vaste Jurassic Park. » Dans un vaste Jurassic Park. Et par conséquent, on est ramené là à toute une réflexion, là encore l'historien cherche des précédents, sur le thème des droits d'auteur, sur le thème du péril extrême qu'il y a à croire que rien n'est jamais gratuit. Il n'y a rien qui existe comme as a free lunch, comme a dit quelqu'un. Ça oblige l'interprète évidemment à changer rapidement de langage, mais je suis sûr que sa dextérité y parviendra sans peine. Donc il n'y a rien qui soit gratuit. C'est toute la question du XIXe siècle où on a débattu du droit d'auteur, en France en particulier. Il y avait 3 écoles. Une école qui était du côté des socialistes de Louis Blanc, qui disait « il n'y a aucune raison de rémunérer les auteurs. Ils ont eu le privilège incroyable de pouvoir être amenés à faire surgir de la potentialité contenue par l'héritage culturel antérieur des œuvres nouvelles. Donnons leur nom et tout ira bien. » À l'autre extrémité, il y avait des gens qui disaient que quand on construit une grande œuvre, un livre, une symphonie, une pièce de théâtre, autre chose, on a droit à en conserver la paternité comme on conserverait la paternité d'un immeuble. Et c'est entre les deux qu'on a défini de façon assez sage l'idée d'une propriété à terme, 50 ans, 70 ans, etc. Il reste que adapter cela à la modernité de l'Internet, ça n'est pas très facile. Ça n'est pas très facile et pourtant il faut répéter sans relâche que c'est toujours le citoyen qui paye. C'est un propos qui est largement rappelé lorsque nous débattons en Europe, en France en tout cas, de l'intérêt qu'il peut y avoir dans le domaine de la télévision à la juxtaposition de chaînes publiques et de chaînes privées. Il y a des tenants des chaînes privées qui disent, c'est fréquent du côté de notre première chaîne de télévision, qui disent, après tout, faites comme les Américains vers 1930 pour la radio, faites un sondage, cherchez ce que les téléspectateurs ont envie d'entendre et donnez-le leur, et tout ira bien. Et en plus, ce sera gratuit pour eux. Alors que d'autres, au contraire, rappellent que rien n'est jamais gratuit et que si nous ne payons pas par la redevance, par l'impôt, nous paierons comme consommateurs et qu'il est par conséquent utile et précieux, et cela peut valoir aussi pour Internet, qu'on trouve les moyens, que ce soit par ce truchement également, l'impôt, une contribution d'une façon ou d'une autre, pas plus cher, mais aboutissant à une offre différente. Question de fond, lequel de ces canaux est le plus efficace pour la prospérité de la culture? Et j'en viens maintenant pour finir, comme je vous l'avais annoncé. Vous m'excuserez, la grippe n'est ni archaïque ni contemporaine, elle est malheureusement de toujours. Les trois rôles possibles de l'État, donc ses devoirs. Je voudrais y insister car je pense qu'il revient au pouvoir public, et quand je dis pouvoir public, ce sont naturellement les États, mais ce peuvent être les régions, ce peuvent être la communauté européenne, dans le cas qui nous concerne, nous, en France. Il revient à l'État de combiner son propre dynamisme avec celui de la quête du profit pour en réguler, là comme ailleurs, les effets, sans laisser ces deux ressorts s'affaiblir mutuellement, mais au contraire se renforcer l'un l'autre, sans naturellement céder à je ne sais quelle tentation jacobine, centralisatrice, dans un monde qui a ceci de tout à fait nouveau par rapport au passé, qu'il est réticulaire, qu'il est organisé de façon horizontale, donc toute centralisation serait malvenue et au fond absurde, mais non plus sans abdiquer en rien ce qu'il y a d'unique dans cette mission civique des pouvoirs publics, en agissant pour réguler et, si nécessaire, pour intervenir dans différents côtés. Ceci vaut dans 3 domaines. D'abord, la nécessité d'assurer la pérennité de ce que peut
porter la toile et toutes les formes numériques du savoir et de la culture. C'est le poète Jules Supervielle qui disait « Le monde est plein de voix qui perdirent visage et tournent nuit et jour pour en demander un. » Et en écoutant des collègues parlant de l'effacement des manuscrits arabes au début du second millénaire, je me disais que la citation de ce grand poète Supervielle pourrait s'appliquer aussi assez bien, qui tourne nuit et jour pour en demander un visage. Donc il faut que l'État assure l'archivage de la toile, avec le recueil en particulier de toutes les nouvelles archives qui sont constituées par là. J'ai présidé pendant 5 ans la Bibliothèque nationale de France, et ce fut un défi magnifique que nous nous sommes posés à nous-mêmes, que de numériser Internet, qui était en augmentation exponentielle, mais on courait néanmoins derrière, et je crois qu'on y arrivait convenablement. Avec, évidemment, l'autre conviction, c'est que l'État, s'il ramasse, s'il recueille, s'il conserve ce qui circule sur la toile, doit aussi en assurer l'indexation, doit en assurer l'archivage, doit en assurer la mise à disposition, le classement, sans lequel aucune consultation n'est possible. Je parle de la pérennité. Étant donné la promptitude de la circulation de la technique, il est évident qu'il faut aussi assurer ce que nous appelions dans le domaine de bibliothécaire, il y en a ici, je crois, la migration des supports. C'est-à-dire qu'il faut que quand on passe d'un support à l'autre, il n'y ait pas de déperdition en ligne, et seul en vérité l'État peut avoir les moyens de le faire, car si on se remet exclusivement à l'intérêt des firmes, l'expérience a montré, dans le cas de la télévision par exemple, que souvent elle calculait que ce n'était pas la peine de tout garder, mais seulement de conserver ce qui éventuellement pouvait assurer des profits ultérieurs. Donc il faut la migration des supports. L'État demeure le maître des horloges, le garant de la longue durée, et c'est vrai évidemment autant pour la musique que pour l'audiovisuel numérisé. Nous avons fait en 1992 une loi en France sur le dépôt légal de l'audiovisuel à l'Institut national de l'audiovisuel. C'était dans cet esprit que nous l'avons proposé, j'étais au gouvernement à ce moment-là, pour montrer que ce qu'avait décidé François Ier avec le dépôt légal du livre, je ne me suis pas haussé du col pour autant, que ce qu'avait décidé François Ier pour l'écrit, il fallait le décider aussi pour l'audiovisuel, et que c'était important pour la longue durée. Par conséquent, il faut le faire avec le concours des industries culturelles, mais sans leur confier la propriété et l'exploitation exclusive des métadonnées. C'est la grande question, évidemment, des relations avec les géants GAFA et autres. Deuxième obligation pour l'État, et vous voyez que je vais bientôt sortir mon train d'atterrissage. Deuxième devoir, guider dans le vrac, car le vrac, c'est évidemment le péril majeur pour la toile. Le vrac, c'est un mot qui monte à la Hollande du XVIIe siècle. On jetait les marchandises en désordre. C'est un mot hollandais, j'ai découvert ça. À partir d'autres critères de hiérarchisation que ceux que définit la quête du profit, notamment sous l'effet de la publicité. Je n'y insiste pas, mais il est évident que Google a depuis longtemps organisé ce qu'il appelle le page ranking, l'organisation de l'offre sur les premières pages, essentielle pour accéder à ce qu'il a à nous dire, au nom de critères clairement ou discrètement financiers et publicitaires. Par conséquent, il faut guider dans le vrac et il faut proposer une validation. Il n'est pas question évidemment de l'imposer, mais si j'avais lancé l'idée d'une bibliothèque numérique de l'audiovisuel européenne, qui n'a abouti qu'à moitié, mais ce n'est pas l'essentiel, l'idée s'est installée, c'est précisément parce que toute l'attitude laissée exclusivement à un moteur de recherche de numériser l'entièreté de l'héritage livresque de l'humanité et de l'organiser à sa manière, choisir et ensuite organiser, c'était extrêmement périlleux, faute de concurrence. Donc, il faut enfin, troisième point, combattre, et cela est lié directement à ce que je viens de dire sur les moteurs de recherche, combattre tout monopole privé ou tout oligopole. J'avais été très content de voir que le petit livre de combat que j'avais écrit pour la Bibliothèque numérique européenne avait été traduit aussitôt par la Bibliothèque alexandrine et par l'admirable docteur Serra Geldine,
qui avait pensé, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays, que cette réflexion méritait d'être développée. Ça a été le cas au Japon, en Chine, etc. Est-ce qu'on va laisser aux États-Unis d'Amérique et à eux seuls la possibilité de tout conserver, de tout figer et ensuite d'offrir à leur manière? Eh bien, ils pensaient qu'il n'en était pas question, et par conséquent, des décisions ont été prises. Et d'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes, ça va beaucoup frapper, dans un deuxième temps, autour de la bibliothèque d'Harvard, qui dans un premier moment s'était offert entièrement à Google, a retiré ses billes, si je puis dire, et a décidé de lancer elle-même Digital Public Library of America, c'est-à-dire une bibliothèque numérique publique et américaine, précisément pour qu'une concurrence indispensable s'organise avec les offres auxquelles le marché pourrait seul pourvoir. Et vous voyez comment tout cela, de surcroît, permet de mieux résister à ce fléau qui demeure dramatique, je veux dire le fléau du piratage. Car quand Google a commencé de numériser les livres européens ou français, ça nous frappait davantage. Ils nous ont assuré qu'on ne pouvait y accéder lorsqu'ils étaient sous droit d'auteur que le jour venu. En réalité, il suffit d'avoir un ou deux enfants, fils ou filles, un peu, enfin c'était mon cas, ouverts aux nouvelles technologies pour voir comment est-ce qu'on dit en arabe, 2 coups de cuillère à peau. En un bref instant, on pouvait facilement accéder à ce qu'on prétendait cacher. Vous voyez bien comment cela pose des problèmes qui sont non seulement moraux, mais qui sont des problèmes tout simplement culturels. Car si on laisse pirater ce qui ne doit pas l'être, alors on s'en prend à ce droit d'auteur que j'évoquais tout à l'heure. Notre moraliste La Rochefoucauld disait les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Je crois que ce propos, cet apophthegme ancien, pourrait assez aisément s'appliquer dans le cas qui nous concerne. Voilà, vous avez bien compris que c'est un immense sujet. Je n'ai eu l'ambition que d'ouvrir quelques pistes de réflexion, marquées à la fois par un effort de lucidité, chacun d'entre nous prétend y parvenir, et en tout cas par la certitude qu'une détermination majeure s'impose à tous les citoyens tout autour de la planète, chacun à sa manière, en coopération si possible, à hauteur des États éventuellement, si possible en coopération en aire régionale et même autour de la planète, mais que si on ne le fait pas, alors nous manquerons un rendez-vous et que nous serons terriblement comptables, coupables au regard des nouvelles générations qui nous vont suivre. C'est un très beau défi. Peut-être suis-je marqué par trop d'optimisme, mais je pense que si cette conscience est prise et si cette volonté s'affirme, alors un sombre passé ne se dessine pas dans l'avenir. C'est sur ce propos optimiste que je terminerai ma brève allocution en vous remerciant chaleureusement pour votre obligeante attention.